l'angle du cyberincident, devient de plus en plus une problématique de résilience. Qu'est-ce que ça veut dire, ce terme? Ça veut dire que oui, on fait de la cyber, mais on fait pas de la cyber pour faire de la cyber. On fait de la cyber pour permettre aux organisations d'opérer et de faire leur business propre. Et malheureusement, on voit que de plus en plus, ce nouveau monde qui est le monde virtuel ou le monde digital euh, crée des situations où les organisations sont mises en difficulté pour réaliser leurs opérations. Alors, on a un petit travers dans le monde de la sécu, c'est un peu comme dans le monde du journalisme, hein, pour capter l'attention des gens tout de suite, comme ça on a évacué le sujet, et après on peut aller un peu plus dans les éléments plus concrets de la discussion, et je pense les éléments de réflexion que chacun d'entre vous devrait retenir de cette session. Alors, quand on parle de cyber-incident, on parle de quoi en fait? Je prends un exemple tout bête qui va parler à tout le monde. Euh, Bien sûr, dans la presse, et puis là, depuis quelques jours, vous avez vu ce qui est arrivé à FireEye, donc un très gros player de la cyber qui s'est fait attaquer. Ça crée beaucoup d'émoi, beaucoup de sourires, de sarcasme. Mais en fait, de quoi on parle? On parle en fait d'une organisation qui s'est fait, enfin, qui a subi une intrusion dans ses systèmes d'information et qui l'a mise en difficulté, alors qui n'a pas arrêté sa production, mais qui a malgré tout réussi à lui piquer toute une série d'informations et surtout de jeter un discrédit sur ses produits parce que cette société vend des produits de sécurité. D'accord. Donc ça, c'est un élément. Là, je vous ai pris un cas plus basique, hein, Lise Charmel. Normalement, mesdames connaissent, les messieurs pas forcément. C'est de la lingerie féminine en France. Pourquoi j'ai pris cet exemple? C'est une PME, d'accord, basée en région en France, qui a repris le travail de la dentelle, etc. Donc petite société, petite structure. Qu'est-ce qui s'est passé? Victime de ransomware il y a quelque temps, cette société a dû se mettre en redressement judiciaire. Alors, si vous n'êtes pas familier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette société est allée au tribunal et a déclaré qu'elle était dans l'incapacité de régler ses fournisseurs. Et pourquoi ça? Parce qu'en fait, cette société n'a plus d'outils informatiques et donc ne peut plus produire. Et donc, si elle ne peut plus produire, tout basiquement, c'est comme avec le Covid, elle ne sait pas encaisser. Sauf qu'elle, elle a quoi? Elle a des charges, elle a des salaires, elle a des fournisseurs à régler, etc., etc. Donc, pour pouvoir gérer ça, les Charmel s'est mis en redressement judiciaire. Vous avez peut-être entendu Steria Sopra qui a pris aussi un ransomware il y a quelque temps. Dixit, l'Agence nationale de sécurité française, elle a géré ça très proprement. Malgré tout, son PDG, comme c'est une boîte qui est cotée en bourse, a été obligé d'en parler. Il déclare que ça va leur coûter entre 40 et 50 millions d'euros. Donc, quand vous êtes un dirigeant d'entreprise, 40-50 millions d'euros, c'est de la marge. D'accord? Donc, c'est là où on parle de résilience. Tout à l'heure, dans les questions, j'ai vu que certains posaient la question du retour sur investissement, etc. Les situations qu'on vit aujourd'hui, c'est que l'entreprise est arrêtée. Donc, le calcul, le retour sur investissement, il est assez rapide. Hein. Combien vous coûte une journée de production si vous n'êtes pas capable de le faire? Et quand je dis une, sur la plupart des cas, et on va en parler tout à l'heure, on parle en plusieurs dizaines de jours pour remettre opérationnel une situation. On a un client ici à Luxembourg qui s'appelle Giorgetti, qui fait de la construction immobilière et qui est un grand propriétaire foncier, qui a subi un ransomware en janvier. Il est intervenu au mois d'octobre dans un événement de la Cyber Week où il a expliqué qu'ils sont toujours pas totalement opérationnels. Donc 8 mois après, d'accord. Donc c'est ça qui coûte de l'argent. Et donc là, on rentre dans une dynamique qui pose beaucoup plus de problèmes. Et pourquoi on est dans cette dynamique qui pose de problèmes? Parce que ça, ce sont des chiffres qui sont à peu près partagés par la communauté. Je vous parlerai plus tard de ce que nous on fait et des chiffres que l'on constate. Mais qu'est-ce que veut dire ce slide? Eh bien, en fait, qu'il faut en moyenne 180 jours, 191 jours, si je veux, pour que les gens détectent qu'ils ont un incident. D'accord? Parce que c'est pas parce que vous commencez à avoir des fichiers encryptés aujourd'hui que les gens sont rentrés aujourd'hui. D'accord? Donc on a quand même au moins 6 mois de présence dans votre système d'information avant que les sociétés détectent qu'il se passe quelque chose. Donc pour les professionnels que vous êtes, si ça fait 6 mois que quelqu'un est dans votre réseau, c'est plus votre réseau. Hein. On est bien d'accord? C'est le sien. D'accord? Il a eu le temps de faire tout ce que vous avez jamais eu le temps de faire, c'est-à-dire l'inventaire de tout ce qu'il y a dessus, récupérer les droits d'accès,
s'accaparer les mots de passe qui ne sont pas forcément tout le temps des mots de passe, etc., etc. Et donc la problématique, c'est le jour où il se passe quelque chose, là, prenons 191 jours, vous restaurez les dates. Plus de 6 mois de log, combien d'entre vous gardez plus de 6 mois les logs? Si on n'a pas de log, hein, c'est comme avec la Covid, comment on sait quel est le patient zéro, comment il est rentré, comment il est infecté, et comment je peux m'assurer qu'il n'est plus là. Donc tout ça sont des problématiques conséquentes. Deuxièmement, vous voyez un peu les situations qui arrivent dans la presse tous les jours. On a un GDPR règlement depuis peu qui fait que vous devez notifier quand vous êtes au courant d'une attaque dans les 72 heures. Moi, je peux vous dire que depuis le début de l'année, Excellium est intervenu sur 60 incidents sur le Belgium-Luxembourg. Une dizaine d'entre eux, c'est compromission totale du système d'information. Il nous faut un peu plus de 10 jours pour comprendre ce qui s'est passé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 72 heures, vous devez communiquer qu'en fait, vous savez pas ce qui se passe, si ce n'est que vous n'êtes pas en contrôle. Donc, comme entrer en matière pour expliquer que vous maîtrisez une situation dans laquelle vous êtes en défaut, c'est pas le contexte le plus agréable, d'accord? Et on reviendra un peu là-dessus parce que maintenant, le côté malveillant de la chose a bien compris comment ça se passe et ils s'en servent. Vous voyez aussi les deux chiffres d'en bas, hein. Alors, souvent, c'est l'extérieur qui découvre que vous avez perdu des choses ou qu'il se passe des choses. Mais on voit qu'en moyenne, il faut 66 jours pour les sociétés pour contenir la menace. Ça veut dire reprendre la main sur le système d'information. D'accord? Et 43 jours pour remédier, c'est-à-dire pour nettoyer. D'accord? Euh, Pendant tous ces jours-là, ce que vous devez garder à l'esprit, c'est que comme on ne sait pas ce qui se passe, il n'y a plus d'accès Internet entrant et sortant dans la société. D'accord? Alors, quand on pense qu'aujourd'hui, si vous recevez pas d'email pendant 1 heure, comme ça a été le cas avec Google Mail il y a 2 jours, vous commencez à être en mode junkie, vous savez, où sont mes emails, où sont mes emails. Imaginez dans votre société, pendant 5 semaines, vous n'avez pas d'accès Internet. Voyez. Donc, c'est ça qui coûte de l'argent. C'est pas forcément ce qu'on vous a piqué ou je ne sais pas quoi, qui était un peu le pangolin qu'on a activé, nous, professionnels de la sécurité, il y a quelques années, en disant, oh, vous avez volé votre business plan, blablabla, blablabla. Là, aujourd'hui, on parle d'arrêt de la production. C'est pour ça qu'on parle de résilience. Et là, ça change un peu notre manière de penser, parce que nous, les professionnels de la sécu, on parle de sécurisation, de protection. On n'a jamais parlé de sûreté. Et aujourd'hui, malheureusement, ce sont des mondes qui s'interchoquent. Et donc, entre la production industrielle et la production informatique, cette connexion crée l'arrêt de systèmes de production, et souvent dans des organisations qui sont pas ou peu préparées à ça. Je parle du monde industriel, je parle de la santé, où on a de l'obsolescence de machines à gérer, etc., etc. D'accord? Donc c'est un peu ça notre problématique. Tout à l'heure, je vous parlais de statistiques. Donc Excellium, nous, on a une équipe de 8 personnes qui travaillent dans ce qu'on appelle la réponse à incident. On travaille pour des assureurs. Et donc, si vous avez un contrat de cyberassurance, on parlera un peu plus tard, mais et qu'un jour vous activez ce contrat-là parce que vous subissez quelque chose, il y a de fortes chances que vous nous voyez apparaître. Quelques statistiques. Depuis le début de l'année, on est intervenu sur une soixantaine de cas. Ce qui fait à peu près 6 cas, enfin, on travaille sur 6 incidents en moyenne par semaine. Parce que, comme je l'ai dit, un incident peut comment dire, nécessiter de notre part un engagement sur plusieurs semaines. Donc, c'est quand même assez intense. Contrairement à ce qu'on dit pendant la période Covid du premier confinement, ça a été plutôt calme. Je pense que les gens n'étaient pas prêts encore. Maintenant, les choses sont plus apaisées. Les malicieux ont compris qu'il y a un nouveau champ de possibilités qui est ouvert avec le télétravail et donc trouvent les moyens de l'exploiter. Et donc là, on retrouve des pics d'activité qu'on n'avait jamais eu jusqu'à maintenant, qui posent aussi des soucis pour nous sur notre capacité à répondre. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai eu un appel il y a 3 semaines d'une PME belge où la dirigeante m'appelle en disant voilà, j'ai appelé mon assureur, j'ai pas de cyberassurance, je me suis fait encrypter toutes mes données, ils ont effacé tous mes backups. Ça fait 50 ans qu'on existe, j'ai plus rien. Il me demande 1500 euros, qu'est-ce que je fais? Je dis ben moi je sais pas. Je sais pas parce que j'avais des magiciens avant, mais ils sont partis tous à Las Vegas, donc j'essaie de faire pour vous. Est-ce que vous devez payer ou pas? C'est la grande question. Nous, on n'encourage pas le paiement des rançons parce que ça entretient le modèle, mais je suis sûr que cette dame a essayé de payer. Quand vous n'avez plus rien, on vous demande 1500 euros.
même si vous n'êtes pas assuré de récupérer vos données, c'est ça ou j'ai rien du tout. Et c'est pas les malheureux backups qu'elle avait fait sur son Synology qui vont la sauver parce que de toute façon, eux aussi ont été encryptés. Donc on se retrouve là dans une situation où les sociétés ne sont pas préparées et quelque part, la malveillance l'utilise et développe des modèles économiques qui sont particulièrement intéressants. Et c'est pour ça que ça s'arrêtera pas. Vous voyez, les gens qui me disent, mais ok, moi je suis pas intéressant, nous on fait du pain ou je sais pas quoi, pourquoi on serait... Mais pas, juste parce que vous êtes connecté à Internet et parce que vous avez des données. Ces gens-là font massivement, je dirais, du test de tout ce qui est pas propre, et eux, contrairement à la plupart des sociétés, exploitent la non-hygiène sécurité. C'est-à-dire, est-ce que vous lavez les dents tous les matins? Non, ben aujourd'hui vous n'êtes pas lavé les dents, il y a une carie, ben boum. J'exploite ta carie parce que moi je sais exploiter les caries et je sais le faire rapidement et parfois plus rapidement que la capacité des organisations à corriger les défaillances, pour peu qu'elles en soient conscientes. Et donc, on se retrouve avec quoi? Ben, on se retrouve avec une industrie. Là, par exemple, j'ai pris un article qui est sorti il y a peu de temps en France, là, sur des hackers qui ont braqué 8 millions d'euros. Alors, peut-être juste pour clarifier ça aussi. Je sais pas vous, la relation que vous avez avec votre banquier, mais si moi, demain, j'arrive à extorquer 8 millions d'euros de Bitcoin, je pense que mon banquier, c'est même pas qu'il m'appelle, il est chez moi demain pour savoir d'où vient cet argent, pourquoi j'arrive à récupérer ça, etc., etc. Avec toutes les aspects anti-monnaie, le blanchiment, etc. Les banques, non. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous générez ça, derrière, il y a de la criminalité organisée. D'accord? C'est pas n'importe qui peut recycler 8 millions d'euros en Bitcoin ou je ne sais pas quoi. Donc s'il y a de la criminalité organisée, ben, ça veut dire qu'on est avec les mêmes gens qui ont l'habitude de nettoyer l'argent de la drogue, de la prostitution ou d'autres phénomènes comme ça. Donc je veux dire, dans ce domaine-là, l'avantage c'est quoi? Le risque de se faire attraper, il est quand même assez limité. Ceux qui se font attraper, c'est généralement ceux qui sont au bout de la chaîne. Euh, il y a peu de risques de régler les discussions un peu houleuses à la Kalachnikov, comme ça peut être dans la drogue ou je ne sais pas quoi. Donc fatalement, c'est un nouveau champ de business très prisé par la criminalité organisée. Donc on se retrouve avec trois grandes populations de malveillance, ce qu'on appelle le crime financier traditionnel, ceux qui essaient de récupérer, je dirais, de l'argent par cette malveillance. Alors, ceux qui développent du malware ne sont pas forcément ceux qui valorisent l'information que l'on vous a piquée. Il y a toute une industrie derrière ça, où chacun a son job et chacun a sa position dans la chaîne. Vous avez les groupes activistes, par exemple, je sais pas moi, vous êtes vegan, vous supportez pas les gens qui tuent des animaux, boum, et ben je fais comme les Anonymous, je lance des attaques. Alors ces gens-là sont pas intéressés par le gain financier, mais par contre ils sont motivés, ils ont du temps. Donc, si vous êtes la cible de ce type de groupe, c'est aussi un problème parce que eux, contrairement à vous, ont une motivation, je dirais, accrochée aux tripes pour vous mettre en difficulté. Le troisième, qui est effectivement ce qu'on appelle le state sponsor de malicious activity, en gros les gouvernements. Alors là, dans FireEye, on parle de ça. C'est souvent les Chinois ou les Russes. Enfin, bon, c'est pas trop. C'est pas parce qu'il y a une adresse IP basée en Chine que c'est les Chinois. Maintenant, il y a effectivement des faisceaux de corrélation. Nous, ce qu'on a quand même l'habitude de dire à nos clients, c'est si tu as les Chinois ou les Russes en toi, ou même les Américains, parce qu'il ne faut pas non plus oublier que les camarades américains sont aussi particulièrement actifs, euh, il va falloir revoir la panoplie des muscles que vous avez en stock. Vous voyez, parce que c'est pas avec un ou deux mecs en sécurité dans votre organisation que vous allez pouvoir résister à ça. Donc comprendre quelle est notre menace ou à quoi vous êtes exposé, c'est quand même quelque chose d'important. Et de définir contre qui vous voulez vous battre, c'est aussi important. Moi, j'ai l'habitude de rappeler que quand vous étiez dans la cour d'école, si en face de vous, il y a que des costauds et qui vous cherchent la bagarre, vaut mieux se trouver un copain plutôt balèze pour passer la récré, ou alors se mettre au sport et s'acheter les dernières Nike pour courir vite. Vous voyez, donc il y a des stratégies quand même à élaborer pour éviter ces situations-là. Mais pour revenir à ma discussion sur le business, là je vous ai mis un petit peu ce qu'on trouve sur la toile. Vous voyez qu'aujourd'hui, autour de... Alors, le ransomware est quand même un des facteurs particulièrement actifs de l'attaque en ce moment. Derrière, on voit quoi? On voit qu'il y a du chantage à la rançon, il y a du chantage aux données, il y a de la vente aux enchères. Et on trouve sur le web de quoi acheter des malwares en mode logiciel. Alors, vous voyez pas parce que c'est écrit petit, mais si vous achetez la Gold Edition, vous avez un service 24/7 par mail et par instant messaging.
Ouais, je pense que même pas Google ou Microsoft font ça. Et ça coûte pas 500 000 euros. Hein. Je crois que le Gold Edition de celui-là, il doit être à 399 $. Et à côté, vous avez la multipique dans le monde de la drogue, celle qu'on connaît, où là, en fait, c'est une mule qui va vous permettre de dire, vous allez recevoir de l'argent sur votre compte, vous prélevez 10%, et le reste, vous faites un mandat cash vers un autre pays, histoire de casser le flux financier. Donc vous êtes... et je cible quoi? Je cible des étudiants qui ont besoin d'argent, je cible des gens au chômage, je cible des gens qui sont en difficulté financière et qui se disent ben, j'ai pas d'autre choix, let's do it quoi. Donc eux vont se faire attraper parce qu'eux on saura les traquer, mais une fois qu'ils ont sorti l'argent et qu'ils ont fait un virement, c'est fini, on a cassé la chaîne de l'argent et c'est un peu compliqué. Par rapport au métier que je vous ai mis, hein, là, qu'est-ce qu'on voit en ce moment? On voit l'apparition de négociateurs dans le monde du ransomware, c'est-à-dire des gens qui vous appellent en disant, voilà, vous êtes fait encrypter par tel groupe, je suis la personne qui est chargée de négocier avec vous le montant de la rançon. Vous voyez. Donc, j'ai un niveau de sophistication. J'entendais avant-hier, là, il y avait un reportage sur l'augmentation des taux de ransomware, où en fait, il y a même l'apparition de call centers. C'est-à-dire qu'il y a des call centers qui appellent les gens en disant cher monsieur, vous vous êtes fait ransomware, vous avez 14 heures pour nous payer, sinon on jette vos données ou la rançon augmente. Vous voyez. Donc on a toute une industrie qui se structure et, et je peux vous assurer que ça fonctionne hein, quand même. On entend des paiements de rançon qui sont assez élevés. Et cette industrie fonctionne. Pour ceux qui ont peut-être entendu, le FBI a déclaré un groupe comme terroriste parce qu'en avril, ils ont annoncé qu'ils avaient récupéré 150 emails de Monsieur Trump parce qu'ils ont hacké son avocat. Hein, donc du jour au lendemain, le FBI a déclaré ce groupe comme terroriste. Pourquoi? Parce que le paiement d'une rançon à un groupe terroriste devient un délit fédéral. Et donc, si vous vous amusez à payer la rançon en disant non, non, je ne vais pas payer, ben, vous êtes sous le coup d'une possible sanction pénale. Ce qui calme parfois les ardeurs et surtout, ce qui va empêcher vos assureurs de vous suivre à payer la rançon. D'accord. Donc ça, c'est ce qu'on rencontre. On a une industrie, donc on a des mecs professionnels qui font ça et qui font tourner ça à longueur de journée. Avant, on avait les phishing, ben maintenant on a le next step du phishing, c'est le ransomware. Et on est quand même dans ce qu'on appelle une criminalité astucieuse, c'est-à-dire que je réagis à l'évolution des pratiques, des mœurs, etc., etc. Et le problème de tout ça, c'est que nous, les experts de la sécurité, on est pour la plupart des gens qui viennent du monde technique. Donc la réponse à une problématique technique, eh ben c'est de mettre de la techno. Oui. Or, le problème principal que l'on a, c'est quoi aujourd'hui? C'est l'humain. Hein, parce que vous allez faire ce que vous voulez, il suffit qu'il y en ait un qui clique, et c'est la fin des haricots verts. D'accord? Alors, je vous ai mis là un petit truc juste pour vous montrer qu'on est loin d'avoir réglé le problème et c'est pas avec une ou deux campagnes de awareness qu'on va le régler. Ça, c'est une affiche qu'a fait Orange à l'occasion de... Donc, tous les ans, à Lille, il y a un salon qui s'appelle le FIC, le Forum international de la cybercriminalité ou de la cybersécurité. Et donc, Orange a fait des affiches 4 par 3. Hein. Donc, vous savez, les grandes affiches qu'on a dans les rues. Et ils les ont mis à La Défense. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, La Défense à Paris, c'est un quartier d'affaires où il y a je ne sais pas combien de centaines de personnes, voire même de milliers de personnes tous les jours qui vont travailler dans les tours. Et donc, ils ont mis ces affiches 4 par 3 sur le parvis. D'accord? Donc, ça dit quoi? Ça dit que uniquement aujourd'hui, Orange offre un forfait 6G pendant 100 ans pour 0 €. D'accord? Et Orange a perdu son A à 1 et c'est limité aux 10 000 premiers clients. Orange a quand même, si vous faites Google, vous trouverez, hein, ils ont communiqué là-dessus, que plusieurs milliers de personnes ont encodé leurs credentials sur le site qu'ils ont mis à disposition. Donc, quand vous alliez sur le site, ça disait attention, messieurs, c'est un fichier, ou mesdames, etc., etc. Mais ça montre quoi? Ça montre que la crédulité des gens passe outre le fait qu'on parle de 5G aujourd'hui. Pourquoi 6G? 0 € pendant 100 ans, c'est quand même, je dirais, oui, on peut toujours croire que Mère Teresa existe, mais à un moment donné, il faut quand même être un peu, comment dire, euh, critique sur les choses. Vous voyez, Orange qui fait une faute d'orthographe, bon, ok, ça peut arriver à tout le monde de faire une faute d'orthographe, mais vous imaginez qu'une affiche 4 par 3, elle est relue par je ne sais pas combien de personnes avant d'être publiée. Donc, tant que ça, on ne l'aura pas réglé et qu'on n'aura pas une population qui est plus éduquée à l'usage de la mobilité, du digital, on aura toujours ces problèmes. Et c'est sur ce terreau-là que la malveillance, elle agit. Alors, je ne sais pas si vous avez des enfants,
ou de 10 secondes qu'on utilise, je sais plus, c'est Snapchat, je crois, juste parce qu'on lui a dit que c'était ça. Parce que du coup, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle envoie des images qu'elle n'aurait pas envoyées normalement en pensant qu'au bout de 10 secondes, elles ont disparu. Donc tous les professionnels de l'IT que nous sommes savent bien qu'un contenu créé ne disparaît jamais. D'accord? Sauf que du coup, ben, on a un terreau là pour, je dirais, de la criminalité plutôt organisée autour du harcèlement sexuel et des choses comme ça. Et j'ai pas les statistiques pour la Belgique, mais Luxembourg, on a eu 3 adolescents qui sont suicidés l'année passée à cause de ce type de comportement. Donc si on n'éduque pas, fatalement, les gens continuent à utiliser et malheureusement, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas un patron d'IT qui n'a pas le mot digitalisation à la bouche. Et donc, on veut tout digitaliser, mais les gens ne comprennent pas comment ça fonctionne. Et moi, je suis professeur associé dans une école d'ingénieurs. Ils sont en bac plus 5, hein, donc ils vont sortir. Je refais les basiques de comment ça marche Facebook. On est quand même halluciné de voir que les gens consomment sans forcément essayer de comprendre comment ça fonctionne. Donc, si on ne comprend pas comment ça fonctionne, ben, il n'y a pas de mystère. Il y a d'autres personnes qui comprennent mieux que vous et qui savent en utiliser les travers. Et donc, ça se concrétise par quoi? Ben, par des impacts, hein, parce que c'est quand on parle à la fin, ces attaques ou ces accidents. Hein, là, je menais une interview il n'y a pas longtemps avec un industriel où il dit que sa chaîne de production a été impactée parce qu'un intérimaire, il voulait recharger son mobile et qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé un port USB sur un automate de la chaîne de production et il a plugué son mobile pour le recharger. D'accord? Sauf que l'automate a voulu charger le driver de ce composant-là, ne le trouvant pas, et ben, il s'est mis en pelote, et puis shutdown. D'accord? Tout simplement parce que cette personne-là ne savait pas, ne s'est pas posé la question, il y a un port USB, je dois charger. Ou on a de la perte de chiffre d'affaires, on a un déficit d'image, hein, comme je vous disais tout à l'heure, moi je devais closer un deal avec FireEye ce mois-ci. C'est clair que le client il dit je vais attendre un peu d'être sûr que les produits sécurité que vous vendez que j'allais acheter ne sont pas mis en défaut parce que sinon mon patron va me tomber dessus en disant mais mec. La conséquence c'est quoi? C'est la régulation. Hein, tout le monde se plaint de la régulation, mais moi je peux vous assurer qu'elle va juste se renforcer. Je pense qu'il n'y a pas une semaine où il ne se passe pas un data leak dans une organisation. Je vous ai mis un petit site, ça s'appelle Enforcement Tracker. C'est un site qui recense toutes les amendes au sens de GDPR. Alors, elles ne sont pas toutes liées à une brèche ou une perte de données, mais elles sont toutes liées à des manquements de sécurité sur les données. Et qu'est-ce qui est intéressant de voir? C'est le montant des amendes et le nombre de cas. Ouais, si vous allez voir, vous voyez que on voit clairement que le régulateur commence à s'énerver un petit peu. D'accord? Donc, si les boîtes font pas le job, il n'y a pas de mystère. Le régulateur va s'installer là-dessus et va ramener des contraintes. Donc, on a GDPR, on a la directive Nice. J'ai entendu là que la Commission européenne ressort encore d'autres contraintes. Voilà. Alors, c'est pour protéger le citoyen, mais c'est aussi pour dire aux entreprises, les données que vous manipulez, vous devez vous sentir beaucoup plus responsable dans ce que vous en faites et comment vous le gérez. Donc, après la question de tout à l'heure, je suis victime, je paye ou pas la rançon? Personne ne paye dans les faits. Hein, c'est la recommandation de tout le monde. Vous parlez law enforcement, vous parlez à l'assureur, vous parlez aux sécurités professionnelles que nous sommes. On vous dit ne payez pas parce que si chaque fois que je joue, je gagne, il n'y a pas de raison que je m'arrête. Donc les malveillants exploitent ça. Maintenant, si vous voyez l'exemple de la demoiselle ou de la dame dont je vous ai parlé tout à l'heure, bien sûr que je suis sûr qu'elle a payé. Alors peut-être la difficulté pour elle, c'est de payer 1500 bitcoins parce qu'elle ne sait pas où les acheter. Mais je suis sûr que si elle reçoit un petit coup de fil du call center dont je vous ai parlé, ils vont l'aider à suivre le process pour aller acheter 1500 bitcoins. D'accord? Enfin, pas 1500 bitcoins, 1500 euros dans le cas présent. Et 1500 euros par rapport à j'ai plus d'IT, ben bien sûr, je paye. Vous voyez, c'est cette situation-là. Vous avez entendu sûrement le cas de Garmin, hein, pour ceux qui font du sport. Moi, j'ai arrêté très jeune, mais ceux qui ont des montres qui font du sport, vous savez, vous envoyez vos données dans le cloud de Garmin et vous voyez vos performances. La boîte a arrêté pendant 10 jours, elle a été stoppée, d'accord, avec le ransomware, peu de communication de la part de Garmin. Et comme par hasard, le lendemain, enfin au bout du 11e jour, je crois, le service était à nouveau disponible. La rumeur, c'est qu'ils ont payé 10 millions de dollars en bitcoin, enfin en rançon. Donc, ils n'ont pas communiqué fatalement parce que ça fait
comme je suis pas bon dans ma sécu, je paye plutôt les malveillants. Euh, mais 11 jours d'arrêt de la production, s'ils ont fait ça, c'est qu'ils n'avaient pas d'autre solution, ou tout simplement un petit calcul basique de directeur financier. Combien ça me coûte à réinstaller tout ça par rapport à faire un restore et payer 10 millions de comment dire, de rançon. Vous voyez, on est là dans ces éléments-là. Je vous prends un autre exemple. Vous avez sûrement entendu ça. Ça date d'il y a 2 ans maintenant. Un casino à Las Vegas qui s'est fait hacker par un thermomètre dans l'aquarium des poissons exotiques. Et, pourquoi? Parce que le thermomètre était connecté à un prestataire externe qui mesurait la température des bassins pour être sûr que les poissons tropicaux sont assez fragiles au changement de température. Et je me dis, je suis CFO d'un casino à Las Vegas. J'ose pas imaginer le budget sécurité informatique que je dépense. Qu'on vienne me dire qu'on a été hacké parce qu'il y a un thermomètre dans un aquarium qui était connecté à notre réseau. Vous voyez, je pense que le responsable sécu, si je l'attrape, je suis obligé d'être violent, vous voyez, même si je retiens tous mes instincts primaires. Enfin, on a un problème, d'accord? Donc, c'est un peu ça où aujourd'hui, ce qu'on vit, nous, quand on intervient, les gens nous disent, voilà, je me suis fait piquer mes données, je sais pas, on dit, OK, donnez-nous votre password, là, qu'on se connecte sur la bécane. Ah, ben, c'est admin, vous voyez? Donc là, les bras tombent par terre. On se dit, mais ça veut dire qu'en fait, tu t'es jamais mis dans une posture de dire, ça va m'arriver. C'est comme le virus de la grippe, vous voyez? Je veux dire, on peut décider de ne pas se faire vacciner, mais on peut pas se dire, je peux pas l'attraper. On sait qu'il y a de la vague qui arrive là maintenant, et il y a de fortes chances que vous chopiez la grippe. Donc après, c'est vous qui décidez le risque que vous voulez accepter à la vivre ou pas, mais vous ne pouvez pas dire ça ne m'arrivera pas. Et malheureusement, en cybersécurité aujourd'hui, on a encore beaucoup de sociétés qui n'ont pas intégré l'incident cyber dans leur gestion de crise, dans le fait que ça peut leur arriver. Quand on leur demande est-ce que vous avez défini des scénarios dont vous voulez être à même de pouvoir y répondre, la réponse est souvent non. Jusqu'au jour où il se passe quelque chose, où là, c'est budget nos limites, envoyez-moi toute l'escadron de la mort. Sauf que quand on arrive, il n'y a pas de log, il n'y a pas d'infos, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et donc, comme je dis souvent, on a des flyers, nous, qu'on récupère sur les marabouts. Vous voyez, on leur dit, mais c'est pas nous qu'il faut appeler dans ces cas-là. Voilà un petit sticker de tel marabout, il va vous aider parce que c'est comme dans NCIS, vous savez, quand ils débarquent là pour trouver et comprendre ce qui s'est passé, ils ont besoin de traces, ils ont besoin d'infos. Nous, on a des clients qui nous avaient dit, on a été encrypté, mais on a éteint la machine. Ben oui, mais donc si on arrive, nous, la machine, elle est éteinte, il n'y a plus d'informations, donc on ne saura pas vous aider. D'accord? Donc tout ça, c'est de la préparation, et c'est pas que de la préparation technique, c'est de la préparation aussi, communication, parce que si vous vous communiquez pas, il y a des gens qui vont communiquer à votre place, hein, c'est comme avec le Covid, tout le monde a un avis sur les vaccins, sur les stades, sur les trucs comme ça, les traitements adéquats. En cyber, c'est pareil. Nous, on est intervenu dans une chaîne de supermarchés qui avait subi un ransomware. La chaîne de supermarchés ne voulait pas communiquer tout de suite parce qu'on ne savait pas ce qu'il y avait exactement. Mais il y a des gens qui ont dit ah, le supermarché il a fermé 3 de ses magasins, c'est sûrement parce que les caissières avaient le Covid et elles le refilaient aux clients. Donc ils ont été obligés de communiquer pour éviter que ça parte en vrille et qu'après on se retrouve avec des situations ingérables. D'accord. Donc pour faire face à tout ça, il faut se préparer. Alors comment les entreprises se préparent? Je vous ai mis un petit truc là, ça m'est arrivé il y a 2 ans. Vous voyez, connexion via LinkedIn où quelqu'un me contacte en me disant bonsoir, pourriez-vous me communiquer votre numéro au cas où nous aurions besoin d'Excelium en toute urgence? Je compte sur votre discrétion. Donc le 24 août, je vous épargne le calcul, c'était un vendredi soir. Moi, j'étais au large de Barcelone en train de partir dans un bateau de croisière. Et comme je suis un peu malade mental, je check quand même mon LinkedIn régulièrement. Et donc, je suis tombé là-dessus. On était 10 heures du soir. Hein, d'accord. Donc, un mec qui m'envoie ça à 10 heures du soir en disant au cas où j'aurais besoin d'Excelium en toute urgence, le vendredi en plus. Hein, donc, pour nous, on a une petite saisonnalité. C'est-à-dire que les gens, ils ont essayé de faire tout ce qu'ils pouvaient. C'est vendredi soir, il y a le week-end qui arrive. Ils se disent merde, on est tout seul. Il nous faut des muscles tout de suite. Ouais. Mais là, ça veut dire que la personne n'est pas préparée. Ouais. Parce que en fait, personne n'est censé lire son LinkedIn en temps réel. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas de numéro de téléphone, il n'a pas de numéro d'urgence, etc., etc. Donc, certains clients me disent non, mais moi, j'ai un fichier Excel avec tous les contacts de tous mes fournisseurs et les contacts clés. D'accord, mais le jour où tu te fais encrypter ton laptop, tu es bien content d'avoir autre chose que ton fichier Excel qui se trouve sur ton laptop. Donc ça, c'est des basiques, mais ça se prépare.
Nous, quand on voit ça, moi j'ai deux réactions. Je me dis, oups, ça va être compliqué pour les équipes. Et deuxièmement, ça va être super bon pour le revenu, parce que là, on va facturer grave. Hein, d'accord. Donc, c'est un minimum de préparation comme ça. Alors, tout n'est pas un cyberincident. Vous voyez, nous, on a même une classification au sein d'Exilium où on a ce qu'on appelle les malwares BFM Télé. Vous voyez, quand tout le monde en parle, c'est un non-événement. Mais le problème, c'est que lundi matin, ton patron qui écoute BFM ou qui a fait un barbecue avec un de ses potes qui écoute BFM va arriver et va dire dis donc, Marcel, nous, sur le dernier Petia 12, là, on est comment? On est bon ou pas? Et toi, tu te dis, mais de quoi il me parle? Qu'est-ce que c'est que son truc? Voilà. Mais comme c'est le boss, c'est réunion de crise tout de suite, on met tout le monde autour de la table, etc., etc. Donc, nous, ce dont on parle aujourd'hui, ou sur lequel on intervient, c'est ce qu'on appelle des incidents majeurs ou des crises. Donc, incident majeur, c'est une partie significative de votre système d'information ou de vos données qui ont été compromises, ou l'ensemble de votre système d'information qui est à plat et qui ne fonctionne pas. Le problème que l'on constate souvent dans les organisations aussi, c'est que vous avez tous plus ou moins un DRP-BCP, un plan de continuité des opérations, sauf que il est très souvent construit en considérant qu'un processus particulier est tombé par terre et pas une crise systémique comme c'est souvent le cas avec un ransomware, où là, vous avez plus rien. Et quand je dis plus rien, c'est plus de backup, plus de CRM, plus de données live, que vous avez un doute sur les 6 derniers mois des données que vous avez encodées, et vous avez des grands groupes qui ont été obligés de recontacter leurs clients et leurs fournisseurs pour recréer une comptabilité. D'accord. La société de construction dont je vous parlais, c'est exactement ça. D'accord. Ils n'ont plus été capables de savoir qui devait payer, qui n'avait pas payé, etc. Donc, OK, pour les prélèvements automatiques, ils fonctionnent, mais pour le reste, un mauvais payeur ou je ne sais quoi, vous ne savez pas. D'accord. Donc là, c'est ces types de situations où là, on rentre en crise et on se retrouve avec des organisations qui, si elles ne l'ont pas préparé, ne sont pas en mesure de réagir. Et donc, je vous ai mis juste, vous aurez les slides, hein, mais quand on parle de ce type de situation, je vous ai mis les 4 points les plus importants à prendre conscience parce que on a quand même encore des gens qui disent oui, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de se mettre en situation, de préparer ça, etc. Moi, j'ai pas la réponse. Hein. Vous faites un fichier Excel, une grille, là, et puis en face de chacune de ces blocs-là, vous dites oui ou non. Votre informatique est non opérationnelle. Est-ce que c'est un issue pour vous? Est-ce que vous êtes capable de fonctionner? Ouais. Moi, j'ai pas la réponse. Hein. Peut-être que vous pouvez fonctionner en mode dégradé, mais peut-être que non. Mais si vous n'êtes pas posé la question, d'accord. Alors, votre informatique est non opérationnelle, c'est-à-dire soit elle est par terre, soit des composants critiques de celle-ci sont par terre, soit alors vous ne pouvez pas lui faire confiance parce qu'il y a quelqu'un dedans, quoi. Et ce quelqu'un, vous le connaissez pas. Et lui, il vous connaît bien par contre, hein, parce que ça fait un petit moment qu'il est chez vous. D'accord. Deuxièmement, vous devez réagir. Alors, ça arrive pas, vous voyez, après le déjeuner, tranquille, où vous êtes rentré au bureau, vous êtes musclé, vous avez pris le café, d'accord. C'est le matin à 5 heures du mat, c'est le week-end, c'est la nuit. C'est quand les mecs, ils ont envie de vous attaquer. Donc, généralement, on évite d'attaquer une boîte dans le pays où on se trouve, vous voyez, parce que la police risquerait de rapidement venir chez nous. Donc, il y a des choses qui sont pas dans les mêmes créneaux horaires que vous, et donc, fatalement, ça crée cette situation où ben, vous n'êtes pas dispo, hein, d'accord. Il se peut que vous soyez en vacances, il se peut que... Enfin, toutes ces situations-là qui vous affaiblissent. Dans le cadre du Covid, pourquoi aujourd'hui c'est la fête? C'est parce que les équipes IT sont déjà à genoux à faire du support à des utilisateurs qui sont dans des environnements qui sont plus les environnements traditionnels. On n'a jamais été préparé à vivre ces situations de tension pendant si longtemps, etc., etc. Vous voyez. Et donc quand ça arrive là, ça fait exploser tout. Donc ça veut dire qu'il faut se préparer à être capable de travailler sans IT. Donc ça, je vous laisse réfléchir là-dessus. Sans IT, c'est sans mail et sans Internet. Vous voyez. Donc là, on retrouve les comportements de junkie, hein, de vous et moi, ou si on n'a pas nos 4 tablettes connectées avec nos 12 mailbox actives et on reçoit du WhatsApp, du Teams, du Zoom, du ce que vous voulez, mais tout ça, vous n'avez plus. D'accord. Donc, bon courage. Et le 4e point, il va falloir reconstruire l'IT. Donc, reconstruire l'IT, je reprends le cas. Vous êtes une boîte avec 2000 postes de travail dans la boîte, ils sont tous encryptés. D'accord. Votre équipe IT a jamais travaillé dans un mode où elle s'est restaurée massivement des environnements. Ça veut dire quoi? Il faut réinstaller 2000 machines à la main. D'accord. Donc ça va vous prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines. D'accord. Certaines boîtes sur des gros périmètres ont voulu acheter plusieurs centaines de PC préinstallés pour pouvoir aller plus vite.
Sauf que dans le monde d'aujourd'hui, il y a plus de stock de plusieurs centaines de PC préinstallés disponibles, et donc vous pouvez pas faire ça. Deuxièmement, vous pouvez pas avoir une équipe IT en mode crise 24 heures sur 24 pendant plusieurs dizaines de jours, voire même plus d'une semaine. Les mecs, ils craquent. D'accord? Donc ça, c'est aussi des éléments que les gens prennent pas en considération. Pendant une gestion de crise, vos collaborateurs, il faut qu'ils rentrent à la maison, qu'ils aillent dormir, etc., etc. Donc ça sert à rien d'avoir un patron qui fait des sauts de 4 mètres de haut tous les jours pour que l'IT revienne, parce que les mecs, ils vont vous claquer leur dème ou ils vont se mettre en maladie, juste parce que c'est trop tard. D'accord? C'était pas préparé, donc on peut pas du jour au lendemain faire ça comme ça. La demoiselle dont je vous ai parlé, mes équipes sont étaient indisponibles à la tête. Je suis allé les voir, je dis c'est pas une cliente, elle a pas d'assurance, donc on n'a pas d'obligation, mais elle a plus rien, les gars. C'est vendredi après-midi, on peut rien faire. Les mecs ils disent Christophe, on peut pas. Donc il y en a bien un qui a eu l'alarme et qui a dit je vais l'appeler quand même pour la rerouter chez un partenaire IT, etc. Mais on peut pas l'aider. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je vous laisse. Vous êtes patron d'entreprise, ça fait c'est familial, ça fait des années que vous gérez ça, et là du jour au lendemain vous avez plus d'activité. Donc je vous laisse imaginer l'état dans lequel mental vous êtes à traiter ça. Ben, c'est des situations qu'on gère, d'accord? Et pour renforcer un petit peu cette notion-là, je vous ai mis quelques statistiques qui ont été sorties par Webstone, qui est un cabinet français, qui a fait un retour sur une année de gestion d'incidents sur les groupes du CAC 40. Donc voilà un petit peu la temporalité dont on parle. Pour un ransomware simple, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas propagé, il a juste infecté une machine, il a été détecté, c'est une semaine de travail pour le nettoyer. D'accord? Parce qu'il faut nettoyer la machine, il faut nettoyer tous les chemins par lesquels il est rentré, il faut s'assurer que personne d'autre l'a traité, il faut aller faire un takedown de l'infrastructure des attaquants, etc., etc. Si l'attaque ou le ransomware ont détruit une partie de votre système d'information, c'est 3 semaines et demie pour revenir à une situation normale. C'est une moyenne, ça. Hein? D'accord? Et c'est plus de 6 semaines pour reconstruire sainement un système d'information. D'accord? Pourquoi? Je vous redonne les notes de statistiques, hein, parce que parfois on se dit, mais c'est juste nous ou c'est tout le monde dans ces... Nous, en moyenne, il nous faut entre 10 et 12 jours pour comprendre ce qui s'est passé. D'accord? Pourquoi ça? Parce que comme les sociétés ne sont pas préparées, on n'a pas des logs sur la période qui est nécessaire pour pouvoir aller chercher l'information dans le log qui nous permet de dire, tiens, c'est ça. D'accord? Donc ça, 10-12 jours. Pendant ces 10-12 jours, on freeze l'IT. Vous touchez plus à rien, on remove les droits d'admin, on coupe l'accès Internet, on veut comprendre ce qui se passe. D'accord? En parallèle, l'IT doit remonter un système d'information. Pour les techniques qui sont dans le call, je vous laisse imaginer reconstruire un Active Directory, ce que ça veut dire. D'accord? Et c'est un peu comme le DAU, hein, comme on dit chez nous. L'AD, vous l'avez installé le jour où vous avez installé le système d'information. Depuis, vous l'avez updaté, patché, mis à jour, rajouté des trucs dessus. Donc, c'est devenu un gros plat de spaghettis. Mais le réinstaller, c'est no way. C'est impossible. D'accord? Sauf que c'est le cœur de votre système. D'accord? Donc, en parallèle, l'IT doit faire ça. Nous, les stats, c'est en moyenne, il faut 3 semaines à l'IT pour restaurer les machines qui ont été compromises. Et puis après, il y a les données. Comme je vous disais en introduction, si ça fait 6 mois qu'ils sont dans votre système d'information, qu'est-ce que vous faites? Vous dites à vos utilisateurs, excusez-nous, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous aujourd'hui. Les 6 derniers mois d'entrée de data que vous avez fait, il faudrait les recommencer parce que on n'est pas sûr de nos données. Donc, qu'est-ce qui se passe en général? Eh bien, on restaure, et puis en parallèle, il y a quelqu'un qui va à l'église du coin, il met un cierge en espérant qu'on n'a pas réouvert la porte à la malveillance. Parce que c'est pas parce qu'on passe 10-12 jours à faire l'investigation qu'on a forcément compris ce qui s'est passé. S'il n'y a pas de log, si vous gagnez, qu'on nous a posé dans le chat, quid de la sécurité du cloud? Je dis, mais c'est quid de la sécurité tout court? Si vous maîtrisez pas les environnements que vous gérez, ils sont pas plus sécures parce qu'ils sont cloud ou pas cloud. Donc nous, qu'est-ce qu'on se retrouve là sur les environnements cloud? Les gens ont obligé d'activer le log. Et oui, parce que produire du log dans un environnement cloud, ça consomme de la licence et donc ça coûte de l'argent. Mais si vous nous appelez parce que vous êtes fait piquer votre compte Office 365 et qu'il n'y a pas de log, moi je ne sais pas vous dire. D'accord? Et mes gens ne savent pas vous dire parce qu'ils n'ont pas d'infos pour travailler dessus. Donc ça, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Et je peux vous assurer que ça crée quand même des traumatismes quand on revient dans l'organisation après une situation comme ça, sur le niveau de préparation et les engagements organisationnels qui sont liés à ça.
Alors, du côté des assureurs, qu'est-ce qu'on constate? Alors, on commence à voir, je vous ai mis là, je crois que c'est AIG qui produit des rapports. Si vous faites cyberclaim AIG, vous trouverez ce rapport. Ça nous donne une idée des gens qui ont souscrit une cyberassurance et qui la font marcher. Donc, vous voyez que dans 23% des cas, c'est des problèmes de mail, dans 18% des cas, des ransomware, dans 14% des cas, des data breach. Donc, pour les professionnels là, qui doivent sécuriser leur système d'information, ben, vous prenez les 4-5 premiers cas là, et vous avez les sujets qui doivent être vos sujets. Le reste, on verra plus tard. On se concentre d'abord à essayer de répondre à ce type de menace. Et quand je dis répondre à ce type de menace, c'est pas rajouter de la techno pour s'en protéger. C'est d'abord de dire, si ça m'arrive, comment on travaille le detection, response et recover. D'accord? Parce que ça peut nous arriver. Après, vous pouvez en parallèle, si vous avez du budget, des pognons, des ressources, de voir des technos, mais vous devez malgré tout vous préparer à le vivre. D'accord? Parce que si vous ne vous préparez pas à le vivre, il n'y a pas de mystère, le jour où ça vous arrive, ça fera mal. D'accord? Les domaines d'activité, vous voyez, c'est compliqué de dire qu'il y a un secteur plus ciblé que d'autres. Là, on voit des secteurs parce que ce sont des gens qui sont plus sensibilisés et qui, par défaut, ont souscrit à des cyberassurances. Pas forcément les gens qui sont les plus victimes. Voyez. Donc, typiquement, vous êtes un avocat. C'est clair que si on vous pique vos données, vous allez avoir un petit peu de soucis, quoi. D'accord? Donc, je suis un peu sensibilisé à l'information. Par contre, vous voyez, le monde de la santé, le monde de l'industrie, ben, on les retrouve plutôt vers le bas parce que c'est pas des gens qui sont habitués à dépenser dans ces domaines-là, d'accord? Moi, j'ai rien, j'ai des automates qui tournent. Oui, mais tu es obligé que maintenant, les automates, on les a connectés au reste du système d'information et que quand on se fait prendre un phishing, ben, ça peut impacter la chaîne de production. Ah oui, mais ça, je savais pas, etc. Je vous rappelle, il y a 3-4 ans, Renault avait arrêté ses chaînes de production un dimanche à cause d'un malware qui s'appelait NotPetya. On savait pas s'il pouvait impacter ou pas les systèmes industriels, mais qui avait fait déjà une de victimes. Et donc, dans le doute, je mets au chômage technique pendant tout un week-end tous mes gens et j'arrête les chaînes de production. Une chaîne de production chez un industriel comme ça se redémarre pas en faisant en power on, quoi. Vous voyez, ça prend un petit peu de moment à monter en puissance. Donc là, le coût, il est facile. C'est combien ça coûte un arrêt de chaîne de production de 2 jours. Ben, c'est le nombre de véhicules qui ne sortent pas et l'impact que ça peut avoir sur la vente. Alors, je vais pas passer là-dessus parce que je parle beaucoup et on va aller plus loin, mais vous voyez, un petit peu toujours dans le même rapport, vous voyez qu'on a quelques informations aussi sur le niveau de motivation des attaqueurs. Donc ça, c'est important. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est comme dans la cour de récréation. Hein. Si vous devez vous battre contre des... trouver les moyens adéquats. Si par contre, vous êtes dans une école de gringalet et que vous êtes le plus costaud, ben, peut-être que c'est pas nécessaire. D'accord donc, regardez les statistiques. On a quoi? On a quand même un pourcentage assez important qui sont liés à plutôt des groupes ou des organisations criminelles. Hein, on est quand même à 47%. Des scripts qui dit, là, vous voyez, on est intervenu, nous, dans une grosse administration en Belgique où, en fait, le mec, il avait préparé l'encryption de la moitié des serveurs de l'administration en question et il a fait depuis son école. Hein. Donc, il n'a pas tout compris, hein, parce que ça nous a pris 5 minutes pour savoir d'où il venait. Il suffisait de prendre son adresse IP, de voir que c'était une école, et puis de retourner vers l'école. Donc ça, c'est plutôt ce qu'on appelle script kiddie. Encore heureux qu'il n'a pas appuyé sur le bouton encrypt juste pour voir si ce qu'il avait appris ou lu peut-être dans une vidéo sur un forum marchait vraiment. Donc ça, c'est pénalisant, mais il n'y a pas la motivation, c'est juste l'intérêt intellectuel. Sur les 3 premières catégories, là, on est un peu plus en difficulté. Vous voyez que l'insider, il est faible. Nous, on travaille aussi sur le marché africain. Là, on a des caractéristiques beaucoup plus différentes parce que sur le marché africain, systématiquement, l'insider, il est partie prenante de l'intrusion. Et donc là, ça fait beaucoup plus mal parce qu'il a une connaissance, je crois que c'est avant-hier, Ecobank, qui est une des plus grosses banques du marché africain, a annoncé qu'ils ont fait piquer 658 millions de dollars, je crois que c'est des millions de CFA, sur 10 mois avec de la complicité interne. D'accord. Donc, quand vous avez ça, c'est bien évidemment bien plus compliqué à gérer parce que généralement, c'est protégé de l'extérieur, mais on ne sait pas forcément protéger de l'intérieur. Alors, si on continue, comment on se prépare hein, parce que c'est un peu l'enjeu. Ben, vous avez 2 choses à réfléchir. C'est le premier, quel est l'impact interne, c'est-à-dire si vos systèmes d'information... On a fait un exercice avec une société dont tout le modèle industriel repose sur SAP.
C'est clair que si SAP tombe chez eux, ils font plus rien. Depuis le stockage jusqu'à la distribution, tout est lié à une orchestration que fait SAP chez eux. Donc là, c'est compliqué parce que on peut pas dupliquer SAP, on peut pas. Donc ils sont obligés d'avoir des scénarios de contingency. Mais pour vous donner une petite idée, on a interviewé tout le comité exécutif et tout le niveau un peu management. Vous voyez, avec une question toute bête. D'après vous, si SAP tombait par terre, combien de temps vous êtes capable de continuer à délivrer votre production à vos clients? Ben, les réponses ont été entre une journée et 3 semaines. Hein. Donc ça traduit quoi ça? Ça veut dire que si toute la cellule de crise n'a pas conscience de l'urgence liée à la situation, fatalement les décisions vont pas être prises correctement. Vous voyez, c'est le cas du Covid aux États-Unis. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Est-ce qu'il faut un masque? J'entendais ce matin 2700 morts tous les jours. D'accord? C'est un septembre 11, quoi. Hein. Donc, avoir cette sensibilisation et être sûr que tous les gens impliqués ont une bonne compréhension de dire nous, on peut assurer que 3 jours de livraison, ça veut dire qu'on a une fenêtre de 3 jours pour restaurer. Donc, qu'est-ce qu'on est capable de restaurer en 3 jours? Et est-ce que les fonctions critiques, on est capable de les adresser en 3 jours? C'est un peu des choses comme ça que vous devez. Deuxièmement, l'impact externe. Vous devez communiquer humblement, mais vous devez communiquer. D'accord? D'autant plus si vous êtes un groupe coté, d'autant plus s'il y a des données à caractère personnel, etc., etc. Mais si vous ne communiquez pas, il y a des gens qui le feront à votre place. Et après, vous serez dans ce qu'on appelle la communication de crise, c'est-à-dire vous ne drivez pas la discussion, vous subissez la discussion. Et c'est toujours plus conséquent. Hein. Nous, on a eu 2-3 cas où les mecs disent non, non, on nous a rien piqué. Le groupe de malveillants, qu'est-ce qu'il fait? Il disclose une partie des documents qu'il a piqués. Et puis là, maintenant, vous dites, ben, bon courage, vas-y, rame Marcel pour expliquer. Ouais, mais alors en fait, ils nous ont piqué des trucs, mais c'est pas des trucs très importants. Ouais. Le seul truc que vous savez, c'est que ça va vous coûter beaucoup d'argent pour réinstaurer une relation de confiance avec vos clients, vos fournisseurs, parce que vous allez devoir régler le problème, mais après, sûrement devoir passer par des certifications ou des choses comme ça pour montrer que, ben avant, j'étais sécure, mais ça marchait pas. Euh, et donc maintenant, ben, je suis obligé de prendre quelqu'un d'externe qui va dire, oui, ils ont fait le boulot un minimum, quoi. Oui. Donc ça, c'est ce que nous, on appelle le deuxième effet qui se coule de l'incident. C'est je dois régler l'incident et ça va me coûter de l'argent. Et après, sur le long terme, je vais devoir prendre des actions. Le groupe Eurofin en France a vécu une cyber attaque au Q1 cette année. Ils ont annoncé que ça leur a coûté 53 millions. Ils ont débauché un ciseau d'une grande banque de la place qu'ils ont nommé Resilience Manager dans la foulée. Oui. Juste parce que, alors je ne sais pas ce que fait Grégory exactement, mais il fallait afficher de manière forte qu'on a pris conscience du problème et qu'on a nommé quelqu'un pour gérer ces problématiques-là dorénavant. Voyez, parce que derrière, les clients vont dire, mais tu es un organisme de santé, tu manipules des données sensibles et ton niveau de sécurité, il n'est pas adéquat, quelle que soit la cause. Voyez. Donc ça, c'est des difficultés. Donc comment on adresse ça? Ben, d'abord, on fait ce qu'on appelle du basique, de l'analyse de risque. C'est est-ce que je connais mon système d'information? Est-ce que je connais la potentialité des gros bras qui peuvent s'occuper de moi? Si on vient chez moi, de quoi on serait intéressé? D'accord? Parce que vous pouvez pas tout protéger. Il faut arrêter de penser à ça. Vous avez des composants que vous devez sacrifier et d'autres que vous devez protéger au maximum, c'est-à-dire rendre leur accès ou leur utilisation ou leur exploitation la plus difficile possible. Donc avoir une démarche structurée là-dessus. Deuxièmement, il faut se préparer à la crise. Donc ça veut dire revoir vos processus de gestion de crise, revoir la composition de la cellule, définir qui a le droit d'intervenir ou de déclencher la crise, définir qui a le droit de dire ce système-là, on arrête, etc., etc. Donc il faut se mettre en route pour pouvoir traiter ça. D'accord? Et enfin, avoir des basiques, hein, le jour où ça se passe. Si vous avez plus d'internet, comment vous communiquez? D'accord? Ça, c'est des choses importantes à savoir. Parce que en face, eux, ils vont vous surveiller. Ils vont regarder est-ce que vous tweetez, est-ce que vous communiquez, est-ce que vous parlez de choses pour savoir s'ils se sont fait détecter ou pas, tout simplement. D'accord? Donc, si vous l'avez pas fait, ben eux vont faire ça. Donc, si je résume, hein, pour se préparer à un cyberincident, c'est identifier les processus actifs et vos principaux assets. Qu'est-ce que je dois protéger? Je prends toujours l'exemple du Seigneur des Anneaux. Vous savez, ma femme doit le regarder une fois par semaine, si c'est pas plus.
Et donc, vous regardez, il y a ce château fort, là, vous savez, où tout le monde vient se protéger. Donc, dans l'ancien temps, on disait en sécurité, on construit des châteaux forts. Maintenant, on dit non, les châteaux forts, c'est has-been parce qu'on est dans une société hyper connectée. Donc, on est plutôt dans un hôtel où les gens, ils viennent, ils consomment. Non, on est toujours dans le château fort. Sauf que si vous regardez un château fort, le premier niveau de sécurité, c'est pour protéger la plèbe, vous voyez, le bas peuple. Mais quand les méchants y rentrent, ben, on les sacrifie. Par contre, dans le donjon, on a mis les joyaux. Et cela, c'est là où on essaie de résister le plus longtemps possible. Et c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui en cyber. C'est je suis pas capable de tout protéger. Donc, je crée sur un principe de l'oignon, hein, comme on dit, différentes couches de mon système d'information qui vont essayer de me protéger le plus longtemps possible en espérant que le mec en face, il n'est pas suffisamment motivé pour, au bout d'un moment, se désespérer, dire bon, celui-là, il est trop sécure, je passe à son voisin qui n'y est pas, quoi. Deuxièmement, pour savoir si vous avez été, si vous avez subi d'intrusion, encore faut-il avoir mis des capacités de détection et si vous êtes capable de détecter, capable de réagir. Vous voyez et puis, gérer la gestion de crise et le retour à la production. D'accord. C'est comme là le retour du Covid. Hein, quand demain ça va se passer, qu'on va tous rentrer au boulot, là, ben, il va falloir supprimer tous les trucs temporaires qu'on a installés, revoir les politiques de sécurité, on a tout autorisé pour que ça marche, etc., etc. Si vous faites pas ce travail-là, il y aura quelqu'un qui va l'utiliser. D'accord. Et pour tous les gens de la gouvernance et qui sont peut-être dans le col, je sais que c'est bien de formaliser des procédures, de les documenter, etc. Mais si on ne les exécute pas et on les teste pas, ça n'a pas de valeur. Donc le papier ne suffit pas. Et trop souvent, on voit des gens qui ont des très beaux trucs, mais quand on les teste, ça ne marche pas. Alors le dernier cas, et c'est un peu ce qu'on a dit, c'est cyberassurance. Mais alors pourquoi je ferai beaucoup? J'ai qu'à prendre une cyberassurance. Bien sûr, bien sûr. Moi par exemple, j'ai souscrit pour Excellium une cyberassurance qui couvre jusqu'à hauteur de 10 millions et ça me coûte 3 000 euros, je crois, à l'année ou un truc comme ça. Donc c'est abordable. Vous voyez. Le problème des assureurs, c'est que leur modèle, il n'est pas encore sec. Je vous parlais tout à l'heure de Eurofin, 53 millions le claim, d'accord? J'ai pas le détail exact, mais je pense que leur police d'assurance, ça doit être 200, 300 000 euros à l'année, ce qui est déjà beaucoup. Donc je sais pas si vous êtes bon en maths, hein, vous, mais si je suis prêt à payer un claim de 53 millions et que la personne me paye 200 000 euros tous les ans, vous voyez, si je fais la division, il y a un problème dans le modèle économique de l'assureur, là, d'accord? Donc ça ne peut pas continuer comme ça. Fatalement, les assurances vont augmenter et fatalement, on va se retrouver à des situations où on va vous dire, mais excuse-moi, mais ton mot de passe admin, c'est pas une mesure de sécurité, là. Hein, parce que admin, c'est pas un mot de passe, ça. Donc ça, on remboursera pas. Vous voyez. Et alors on dit non, mais c'est quand même pas ça la situation. Je vous ai mis juste, je vous laisserai regarder ça, c'est que couvre une cyberassurance. Mais rappelez British Airways, hein, c'est sorti il y a pas longtemps, là, 2019. Ils sont pris une prime de 183 millions de pounds parce que ils sont fait piquer 500 000 données, enfin des données de 500 000 utilisateurs ou clients de British Airways, passeports, etc., etc. Le patron, il a dit, je suis quand même surpris et désappointé de la pénalité que nous a donné l'équivalent de la CNIL. Hein, sous-entendu, c'était une attaque sophistiquée, machin chose, etc., etc. C'est toujours comme ça que ça se passe. Hein, c'est sponsor de state, c'est compliqué, on pouvait pas se protéger. Sauf qu'il faut attendre, hein, on attend 2, 3 semaines, un mois, et puis là on commence à avoir des infos. Et là je vous ai mis la petite clause qui sort dans le procès, hein, parce qu'il y a procès. Hein. Et là on voit quoi? En fait, les attaquants, ils ont utilisé un plugin qui s'appelle MagicCard, qui est un plugin dans le site web, hein, et, en fait, il est vulnérable depuis 2012. Hein, et British Airways n'a jamais patché son site web depuis 2012. Je vous rappelle, on était en juillet 2019. Ça veut dire qu'en 7 ans, cette boîte-là n'a pas patché son site web. Donc, vous voyez, c'est comme mon histoire de la grippe, quoi. Vous voyez, comment on peut espérer, en ne faisant rien, qu'il se passera rien? C'est juste pas possible. Donc là, quand l'assureur il va recevoir le rapport d'investigation de gens comme nous qui ont déterminé que la breach est liée à un non-patch d'un plugin d'un site web, que peut-être les gens de l'IT ne savaient même pas qu'il y avait ce plugin dans le site web, hein, ça arrive, on a des clients qui ont souvent cette situation-là. Je rappelle, ça a coûté 183 millions de pounds à la société. Donc vous êtes une PME, PMI, vous fermez la boutique. Il n'y a pas de discussion. Tout le monde n'est pas British Airways, Air France ou des sociétés comme ça qui peuvent gérer ce type de situation. Et donc là, l'assureur, il va dire, mais excusez-moi, c'est pas une attaque, ça. Ça, c'est de la négligence professionnelle.
D'accord? C'est comme si vous laissiez vos fenêtres ouvertes chez vous. C'est comme si vous savez que les extincteurs, ils sont défaillants et que vous faites rien pour procéder à ça. Et donc là, on rentre dans des procès. L'enjeu, c'est des sommes conséquentes. Vous voyez, si là, British Airways se retourne vers son assureur, dit, dis donc, ça ne te dirait pas de participer aux 183 millions de pounds? Vous voyez, on discute de gros sous là. Donc ça, c'est la situation. Donc ce que je veux dire par là, euh, c'est que si vous faites pas le job, je vous reprends Equifax, c'est le plus gros breach qu'on a eu aux États-Unis, 325 millions de données de citoyens américains qui ont été mis à la nature. On s'aperçoit dans le procès que la machine qui a été compromise, le mot de passe, c'était admin. Vous voyez? Donc là, l'assureur, il va dire, reviens ici, Marcel. C'est quoi un mot de passe? Hein? Ça peut pas être ça. Donc l'assurance, oui, si vous avez une certaine forme de maturité, mais non si vous pensez qu'elle va prendre en charge tout ce que vous ne faites pas. Donc moi je dirais, cyber assurez-vous le jour où vous avez fait un minimum de boulot et ce que vous avez, comment dire, fait le nettoyage que vous auriez dû faire de votre côté. Et je conclurai avec une petite maxime que j'aime bien de notre camarade Einstein. Hein, c'est de la folie de faire toujours la même chose et de s'attendre à ce que les résultats soient différents. Donc si aujourd'hui vous ne traitez pas le point, il n'y a pas de raison que ça ne vous arrive pas, ça c'est déjà le premier point. Quel que soit ou qui que ce soit que vous êtes, vous avez une connexion Internet, donc vous êtes existant sur le cyber, et donc tôt ou tard vous serez testé. D'accord. Et deuxièmement, ne pas être préparé, c'est faire un déni que ça peut vous arriver. Et moi je pense que dans le futur, on peut accepter qu'une boîte se fait breacher. Par contre, on ne pourra pas accepter qu'elle n'est pas préparée à gérer ça. Parce que c'est là, quand je vous dis Equifax, admin, c'est clair que la discussion des clients d'Equifax va être différente quand on voit qu'il n'y avait absolument pas de gestion de sécurité, où il y a de la défaillance dans les mesures de sécurité qui sont en place. Et donc, on ne peut plus faire confiance, il nous faut des preuves. Voilà. J'ai essayé de couvrir un peu, je dirais, le sujet qui est assez vaste, on pourrait en parler des heures. Mais je peux vous assurer qu'aujourd'hui, c'est un sujet prégnant, d'autant plus pour des prestataires comme nous, où trouver des gens qui sont capables de faire de l'investigation sur ce type d'incident, c'est impossible. Je passe plus de temps à essayer de recruter des collaborateurs qu'à chercher des clients. Oui. Donc, ce qui est quand même assez paradoxal pour une société commerciale comme la nôtre, mais juste parce que les compétences de ces gens-là ne sont pas produites par les écoles et on a de plus en plus de besoins. Avec moi, l'assureur, aujourd'hui, me met des SLA où en 2 heures, je dois dropper quelqu'un sur site chez les clients concernés. Et donc, ça crée quand même des situations où mes gens, je ne peux pas les télétransporter, je ne peux pas les dupliquer. Voilà, Maryse, Merci je te donne Christophe. la main. Je vois qu'il y a quelques questions, effectivement. Quels sont les premiers gestes à avoir en cas d'attaque? Est-ce que vous conseillez d'éteindre les Yes. supports Alors, de débrancher? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? c'est comme dans NCIS. Si vous regardez NCIS, la police arrive, elle sécurise le périmètre et pas de parasitage. Pour nous, c'est pareil. Si on arrive chez vous, il faut qu'on puisse avoir accès à une machine qui a été compromise. Très souvent, l'information, elle est dans la mémoire de la machine. Elle a été exécutée. Donc, si vous l'éteignez, on perd toute info. Donc, ce qu'on dit généralement, vous la déconnectez du système d'information, mais vous ne l'éteignez pas. D'accord? Ce qui pose une problématique dans les environnements de cloud parce que vous ne pouvez pas déconnecter le composant cloud. D'accord? Donc, le cloud nous amène, nous, beaucoup plus de difficultés au forensique. Mais dans tous les cas, c'est je détends, hein, je me détends, j'appelle tout de suite. Vous voyez? Parce que vaut mieux appeler son partenaire et lui dire je risque d'avoir besoin de toi ou voilà ce que j'ai, est-ce que tu as des premiers recos, que passer 6-7 heures à chercher soi-même et après de dire bon, j'y arrive pas, je vais escaler. Parce que ça fait, si on regarde la dynamique d'un incident, c'est plutôt on coupe court à sa propagation et moins conséquent va être son impact. Donc plus vous attendez et plus ça va faire mal, hein, quelle que soit la forme et quelle que soit la situation. Donc je débranche, je prends mon téléphone, j'appelle un partenaire, que ce soit en Belgique le CCB, au Luxembourg le Circle, mon partenaire sécurité ou je ne sais pas quoi, mais je l'appelle et je discute, je dis je vois des trucs comme ça, est-ce que tu as l'habitude de faire? Nous on fait ça tous les jours. Hein. Donc les gens, en 10 minutes, ils peuvent vous dire, OK, là, t'arrêtes, je t'envoie quelqu'un, ou là, c'est rien, tu peux continuer. Voilà les premières mesures que tu as à faire. Donc ça, c'est, je dirais, la première recommandation. Ok, très bien. Et justement, parlons de ça. Maintenant que beaucoup de monde est en télétravail, en fait, ça crée aussi quelques challenges en termes de VPN, en termes de cloud, en termes de travail partagé. Quelles sont les difficultés concrètes, justement, de cette situation de télétravail?
Ben, alors, je vais pas être sympa avec mes potes de l'IT, mais le problème, c'est que déjà, quand on avait une organisation qui travaillait depuis les bureaux, les gens de l'IT ont du mal à y avoir une bonne idée de leur périmètre. Vous voyez. Donc là, quand on a une population distribuée, dont pour certains, ils utilisent leur leur ordinateur personnel ou des choses comme ça, vous pouvez avoir un VPN pour vous connecter à l'entreprise. Mais si à côté de ça, vous allez sur des sites qui permettent de vous infecter, ben, moi, j'utiliserai ton VPN pour rentrer chez toi parce que j'ai compromis ta machine. Donc, quelque part, c'est toi le vecteur de l'intrusion. Donc, la difficulté là pour les équipes IT, c'est la maîtrise de ce périmètre qui vient d'exploser, dont on ne maîtrise pas forcément tous les composants qui se connectent dessus. On a, nous, une petite blague en interne. Hein, la digitalisation, pour beaucoup, c'est anywhere, anytime. Vous voyez. Mais nous, on dit Mhm. by anybody. Vous voyez, parce que on ne sait pas qui se connecte. Vous voyez. Et il faut penser que les malveillants, moi j'ai toujours tendance à dire, c'est des lazy guys. Vous voyez, j'en fais le moins possible et je touche un maximum. Si vous regardez ce qui s'est passé pour FireEye, hein, pour ceux qui comprennent ou qui ont suivi l'actualité, gros player américain spécialiste comme nous, hein, mais avec des bien plus gros muscles que nous, dans la réponse à un incident, ils se sont fait piquer tout leur arsenal. On a vu qu'il y a différentes agences gouvernementales. En fait, les malicieux, ils n'ont pas infecté leurs produits, ils sont allés infecter un logiciel que eux utilisent. Donc, imaginons, pour vous donner un exemple, vous avez sur votre poste de travail Acrobat pour lire les PDF. Ils sont pas allés attaquer l'organisation, ils sont allés attaquer Acrobat et dans l'update de Acrobat, ils ont rajouté un code malicieux. Donc, comme ça, vous, quand vous avez téléchargé le plugin d'update de Acrobat, vous avez invité le malveillant chez vous. C'est ça. Qui plutôt que courir derrière la gazelle, il va au point d'eau le soir et il a cette situation-là qui met en difficulté les équipes IT. Et les équipes IT, ça fait 6 mois là qu'elles courent comme des lapins à vous fournir des accès, fournir des technos. La sécurité, c'est quand j'aurai le temps, j'irai regarder quoi. Vous voyez, c'est ça la Mhm. tension qu'on a aujourd'hui. Alors on avait déjà des équipes réduites en capacité sécurité dans les organisations, mais en ce moment là, c'est juste pas possible. C'est ça. Ok. Une autre question était, tu as évoqué un moment que les pirates ont chiffré des backups et comment cela a-t-il été possible Ben, et comment est-ce qu'on peut l'éviter? je vous explique un petit exemple qu'on a su. Fournisseurs de plateformes de remote access qui ont annoncé des vulnérabilités que personne. Je pense qu'on a des petits problèmes de connexion avec Christophe. Le deuxième, je me rappelle plus. Euh, et donc en fait, on a eu des vulnérabilités sur ces composants, d'accord. Euh, et donc les gens ont exploité ces vulnérabilités, ont récupéré les mots de passe et les users des plateformes de remote access, d'accord. Elles les ont revendus sur et qui ont pu rentrer comme ça dans le système d'information et aller se balader dans le réseau. C'est rare qu'il y ait une attaque qui se passe en 5 minutes où ils trouvent une vulnérabilité, ils rentrent, ils l'exploitent. Souvent, c'est une conséquence de plusieurs défaillances qui font que ces gens-là l'exploitent, ou alors l'ont revendu à quelque chose qui vont l'exploiter. Je prends l'exemple qu'on a vécu là il y a 2 mois à Luxembourg, une société qui fournit les bulletins de salaire et les extraits de compte d'une bonne partie de la place a perdu son informatique un lundi matin. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on n'a pas tous les détails, mais visiblement, cette boîte a licencié 20% de son personnel il y a 2 mois, 3 mois. Dedans, il y avait de l'IT, il y avait des mots de passe, des gens qui avaient des connaissances sur les mots de passe. Visiblement, le processus d'exit des collaborateurs n'a pas été fait avec la promptitude qui était nécessaire, et ces gens-là avaient les accès. Donc, ils se sont connectés à la plateforme, ils se sont baladés dans le système d'information, ils ont commencé à effacer les backups, puis après les systèmes de production, et après, ils ont dit, ben, bon courage. Oui. Donc, 200 tests d'intrusion par an. Donc, les boîtes nous payent pour tester le niveau de sécurité. Donc, c'est compliqué pour une organisation d'être 100% bulletproof. Le problème, c'est qu'en face, ils ont juste
un mail. Alors, je dis vos utilisateurs, nous, on voit aussi souvent des privilèges. Il pense qu'il a la cape de Superman et lui, il craint rien et c'est le premier à cliquer sur le lien qu'il fallait pas, quoi. Et comme lui, le problème. Donc, on a comme ça des gens qui en permanence vérifient l'hygiène. Ce que ce qui a changé sur les 5-6 dernières années dans notre monde, c'est que là où les gens mettaient 2 mois, 3 mois à pouvoir exploiter les vulnérabilités présentes, aujourd'hui, c'est en question d'heures que ça se passe. Et donc, les organisations n'ont pas cette dynamique pour répondre à cette vitesse-là. Et donc, on se retrouve dans cette situation qui est la nôtre aujourd'hui. Et malheureusement, ça va que s'empirer parce que digitalisation, ouverture des systèmes d'information, intelligence artificielle, je déploie des choses que je ne comprends pas ou dont je ne sais pas comment ça marche. Et ben, on va se retrouver avec des situations où ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Tout à fait. Tout à fait. Et alors, on va encore prendre une dernière question de Récit de Culture et vers 45. Est-ce que les menaces peuvent être couvertes dans des clauses, dans des contrats avec des fournisseurs, avec les fournisseurs de Alors, c'est une bonne remarque. ou de Internet? Est-ce que ça peut être couvert? Alors, c'est une bonne remarque. J'aurais 2 réponses. Moi, je suis chef d'entreprise aussi, donc j'essaie aussi de négocier mes contrats avec les fournisseurs. Allez imaginer que vous pouvez faire changer le contrat de Proximus ou de Amazon ou de Microsoft ou de je ne sais pas quoi. Je pense que si vous avez du temps et que intellectuellement ça vous excite, why not? Mais je ne garantis pas vos chances de succès. Par contre, vos fournisseurs IT, vos sous-traitants, etc., vous devez au moins avoir des phrases dans vos contrats qui sont du style le logiciel que vous devez me livrer doit avoir un niveau de sécurité suffisant ou en ligne avec l'état du marché. Les gens de votre supply chain, donc vos sous-traitants, qui interviennent sur vos systèmes, vous devez avoir dans les contrats une clause qui dit si mon niveau de sécurité, c'est être capable de répondre en 3 heures, tu dois être capable de répondre en 3 heures. Je ne sais pas si vous le vivez là, mais moi je viens de céder à ma femme qui voulait une nouvelle voiture. Je lui ai commandé sa voiture. Ça fait 6 mois qu'elle attend sa voiture. Parce que tout simplement, le constructeur, il peut pas produire de véhicule parce qu'il est dépendant de fournisseurs asiatiques qui ne livrent plus depuis je ne sais pas combien de temps. Donc, en fait, la chaîne de voitures, c'est produire une voiture, sauf qu'elle n'a pas les composants pour le faire. Voyez. Et donc là, c'est un peu ce que je dis souvent dans les supply chains, surtout dans le monde industriel. OK, vous pouvez avoir un taux de retour à la production en 2 heures, mais si le fournisseur de vos composants, je sais pas moi, pour fabriquer une bouteille en plastique, il ne sait pas vous livrer et que votre durée de stock, c'est 3 heures, eh bien, votre durée de vie, c'est 3 heures. Point final. D'accord? Parce que lui, il aura été peut-être victime d'un truc où il peut même plus faire de la priorité parce qu'il est down de partout. Voyez. Donc ces scénarios qu'on avait construits de disaster recovery en disant on a des priorités, on pourra gérer, etc. Dans des effets systémiques, il n'y a plus de priorité parce qu'il n'y a plus rien. Donc c'est pas juste votre capacité de résilience, mais celle de votre écosystème qu'il faut aussi évaluer et avoir au moins des clauses comme ça dans les contrats. Ça vous permettra le jour où il y a des problèmes de pouvoir négocier parce que s'il y a rien dans les contrats, ben, vous pouvez rien discuter. C'est plutôt dans nos contrats, en fait, qui font la différence, finalement. Exactement. Je prends le cas, on a eu un conflit là, avec un client. Il nous demande de pentester une application que l'on penteste et on se trouve, je dirais, un nombre invraisemblable de vulnérabilités majeures. Le fournisseur lui a dit, mais moi je considère que c'est pas des vulnérabilités, c'est des demandes de change. Donc c'est vous qui devez payer pour que je corrige. Hein. Donc et en plus j'attaque Excellium parce que ils n'avaient pas analysé mon code source, etc., etc. Hein. Donc on a dû s'énerver un petit peu nous, pratiquer ce qu'on appelle une ethical policy disclosure pour qu'en fait il ait une pression à corriger le code qu'il avait fourni qui n'était pas propre et limite ce que nous on a dit à notre client, c'est lui qui aurait dû payer notre test d'intrusion parce que il livre un logiciel qui n'a absolument pas le niveau de sécurité qu'il devrait avoir. Donc ce client-là aurait dû mettre dans son contrat le logiciel que vous allez me livrer doit être exempt de vulnérabilité, présenter un niveau de sécurité adéquat avec les normes du marché et en cas de défaillance de ces aspects-là, les frais de sa mise à niveau sont à votre charge.
avec juste cette basique phrase qui nécessite pas 3 heures de discussion, vous avez un élément pour entrer en discussion avec le service juridique de votre contrepartie. Si vous ne l'avez pas fait, eh ben c'est encore une fois comme avec la grippe, c'est d'espérer que vous aurez, je dirais en face de vous quelqu'un qui dit oui, oui, je vais payer tout ce que tu me demandes. Bien sûr que non. C'est ça. Bien, merci beaucoup Christophe.